Ou Nathanaël. Moi, je suis enseignant-chercheur donc à l'université Paris-Dauphine. Je suis en sciences de gestion et puis particulièrement en marketing. Je m'intéresse depuis bon nombre d'années maintenant, et je l'ai mis ici, à la sobriété matérielle. Alors, je vais définir tout à l'heure ce qu'on entend par sobriété matérielle, mais en fait, ce dernier livre donc s'inscrit dans toute une trajectoire de recherche qui est de comprendre les pratiques des consommateurs à l'égard des objets matériels. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites de vos objets ? Est-ce que vous les gardez, vous les donnez, vous les vendez, vous les laissez sur le trottoir, comment vous les achetez, est-ce que vous achetez d'occasion, voilà, etc., etc. Donc un ensemble de pratiques que j'essaie de décortiquer. En fait, je me suis au début posé les questions assez simples, enfin simples, pas forcément simples d'ailleurs, du pourquoi. Ensuite, je suis passée à un questionnement plutôt sur le comment. Et là, dernièrement, effectivement, j'ai plutôt pensé cette sobriété matérielle par la justice sociale. Voilà, donc je vais bien entendu vous parler de cela maintenant. Alors, en fait, je m'attendais à ce que Nathanaël, j'avais mal lu le bon programme de Françoise et je pensais que Nathanaël avait passé avant moi, donc je me suis dit je ne vais pas leur remettre un slide sur, et même Dominique vous en parlera aussi largement, de où on en est au niveau des limites planétaires, etc. Et donc, heureusement, finalement, je me suis quand même mis les scénarios de l'ADEME pour pas commencer de façon trop abrupte. Voilà, vous avez, j'imagine que vous les connaissez, ces scénarios, pour un peu contextualiser voilà, mon unité d'analyse qui est le comportement du consommateur. Donc vous avez 4 scénarios. Bruno a un petit peu parlé de différents points dans ces scénarios, notamment le 3e dans les technologies vertes ou le pari réparateur, d'ailleurs, en vous parlant de technosolutionnisme. Vous avez la génération frugale, donc là on va plutôt être dans la transition par la contrainte et par la sobriété. Le 2e, c'est plutôt les coopérations territoriales, quelle gouvernance on peut avoir pour, là encore, transformer nos modes de vie. Les technologies vertes, c'est plutôt sur les énergies, les systèmes décarbonés. Et puis le dernier, le pari réparateur, c'est vraiment, on ne change rien du tout, mais on met de la technologie, on met de la technique, parce que la technique va nous sauver. Donc c'est le technosolutionnisme dont Bruno a parlé. Et d'ailleurs, dont moi j'ai parlé en début de mon livre. Alors sur le livre, moi je suis plutôt partie sur donc la justice sociale. J'ai pris un texte de Brassads, qui est une philosophe qui est à Stanford. Elle est en philosophie politique, donc elle n'est pas du tout effectivement en sciences de gestion, bien évidemment. Et en fait, son texte, j'ai beaucoup aimé son texte parce qu'il me semblait assez abordable, mais ça j'y reviendrai à la fin de ma présentation. Et en fait, ce texte a le mérite de vraiment présenter qu'est-ce que la justice sociale, et un des courants qu'elle développe et moi sur lequel je me suis appuyée pour ces réflexions, qui est le courant des capacités d'un matière saine. Bon, l'objectif, c'est que je vous explique évidemment ce courant-là, mais elle essaye vraiment d'expliquer mais comment on en vient à ce courant et voilà, comment on peut s'appuyer sur ce courant pour mettre en place même des décisions politiques sur notre façon de consommer. Donc je vais trouver ce texte vraiment intéressant. Et donc voilà, moi, le livre évidemment commence par ce texte-là. L'idée, c'est que je vais vous présenter effectivement qu'est-ce que la sobriété, qu'est-ce que c'est la sobriété matérielle, et puis quels enseignements finalement j'ai tiré de la lecture de cet article pour avoir évidemment d'autres réflexions que ce que j'avais eu jusqu'à maintenant. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment aimé cette collection, de s'appuyer sur un article scientifique qui sort, enfin en tout cas moi je suis sortie complètement de mon champ, ce qui n'est pas facile. Parce que voilà, je n'avais pas de ces connaissances-là lorsque j'ai commencé à l'écriture de ce livre. Et un autre point que je voulais aussi vous dire, quand j'ai écouté Bruno tout à l'heure, c'est vrai que moi je suis au niveau, donc je vous l'ai dit, marketing, comportement du consommateur, donc ça nous concerne un peu tous et toutes. Et c'est vrai que quand je fais mes travaux de recherche, une des critiques que je peux recevoir, c'est de toute façon, je m'intéresse au consommateur, donc c'est lui qui est responsable. Il n'y a que lui qui est responsable. Attention, c'est pas du tout ce que je dis. Effectivement, quand vous faites de la recherche, eh bien, il faut avoir une unité d'analyse. Moi, c'est l'ensemble des pratiques que vous et moi faisons au quotidien, mais c'est pas parce que je décrypte ces pratiques que je dis que c'est que le consommateur qui est responsable. Comme l'a dit Bruno, c'est absolument tout le monde. On a tous notre part de responsabilité. C'est une chaîne en cascade. Et voilà, moi j'étudie un micro, effectivement, une brique de tout ça, mais c'est pas pour autant que je pense que c'est que sur le consommateur que ça repose, puisqu'on
sait bien que même si le consommateur il est absolument parfait, eh bien, on va réduire de 20% nos émissions carbone. Donc voilà, donc ça, effectivement, j'en suis évidemment bien consciente, mais j'aime bien le dire en début pour que vous sachiez bien d'où la pensée, effectivement, et ma responsabilité par rapport à cela. Un autre dernier point que je voulais aussi souligner, pour faire des liens avec les livres de mes collègues. Voilà, Bruno, il a commencé par Vide Coyote. Voilà, chacun sa passion. Moi, je commence par mes abeilles. Voilà, parce que je suis apicultrice amateur. Et en fait, il y a vraiment, vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de, il y a des échos avec ce qu'a expliqué Bruno tout à l'heure, qui était vraiment passionnant. Effectivement, si je reprends, j'ai pris plein de notes, même si j'ai lu en plus son article, son livre, mais j'ai pris plein de notes. Et c'est vrai, quand il dit qu'il faut sauvegarder ce qui reste, moi j'essaye de sauvegarder mes abeilles. C'est un vrai combat. Pour ceux qui s'intéressent évidemment à l'apiculture, vous avez évidemment entendu parler du frelon asiatique, etc. C'est un combat presque quotidien. Comment on peut éradiquer cette espèce qui vient nuire à nos abeilles. Et en effet, parfois, et c'est pour ça que ça fait le lien avec ce qu'a dit Bruno, on est obligé de tomber dans le technosolutionnisme. En tout cas, moi, à mon insu, j'y suis tombée parce qu'il a fallu que je construise des harpes électriques, il a fallu que je me forme en électricité, je vous passe tout ça. Donc ça, j'explique un peu ça dans le livre. C'est le début de mon livre parce que la question que je me suis posée, c'est mais dans quelle mesure en fait les abeilles, elles ont le droit, est-ce qu'elles ont la possibilité d'avoir une vie digne, c'est-à-dire une vie effectivement qui a une durée de vie normale. Et ça a été une question qui m'a habité lorsque je suis devant mes abeilles, mes ruches, c'est une question qui m'habite. Et j'ai trouvé un embryon de réponse entre guillemets, dans ce texte justement de Brassaz, qui explique effectivement que voilà, c'est avoir une des capacité, c'est avoir une vie qui a une durée normale. Et aujourd'hui, eh bien, les abeilles, elles n'ont pas de vie à durée normale. Et donc, ça m'a donné beaucoup de réflexions sur ces capacités et sur ce qu'est qu'une vie digne et la justice sociale, bien évidemment. Alors, en fait, si je reviens un petit peu à l'articulation entre la sobriété et la justice sociale, je me suis dit que peut-être la sobriété, ça n'allait pas forcément vous parler, je ne sais pas. Donc, je suis repartie du début, très rapidement. La sobriété, en fait, comme la mobilise, et comme le GIEC la mobilise, et comme l'ADEME la mobilise, et comme de nombreux collègues la mobilisent, je lis juste la définition pour être bien sûr qu'on parle de la même chose. Donc, les mesures de sobriété, elles visent à réduire la demande de services énergétiques et de matériaux, tout en maintenant le bien-être humain grâce à des changements de comportement, d'organisation et de conception des systèmes. Donc là, c'est la définition, une des définitions du GIEC sur la sobriété. Voilà, elle concerne différents domaines que j'ai mis en bas. Bien entendu, c'est la mobilité, d'accord. Donc c'est la mobilité douce, ou alors la mobilité effectivement avec des énergies décarbonées. Vous avez aussi tout le système effectivement sociaux des villes, comment les villes, elles organisent les choses pour qu'on puisse avoir des pratiques sobres. Donc ça, c'est le deuxième petit carré. Bien entendu, l'alimentation. Bruno en a parlé, donc moins d'alimentation, beaucoup moins, voire plus d'alimentation carnée, mais plutôt des protéines végétales. À voir aussi comment on les produit, quel sol, quel type d'agriculture, etc. Et ça, d'ailleurs, dans les différents ouvrages, c'est aussi développé. C'est aussi la question de l'habitat. Là encore, je me réfère sur la conférence juste avant, mais c'est quoi notre condition d'habitabilité sur Terre? Je crois que c'est aussi Dominique qui doit en parler, ou Nathanaël, mais Dominique en parle aussi beaucoup dans son livre. Et donc, je ne vais pas, moi, trop en parler, mais c'est vraiment quel type d'habitat on doit avoir. Et aussi, alors, type d'habitat, c'est comment on chauffe l'habitat, comment on construit l'habitat, mais surtout la notion de mètres carrés. D'accord ? C'est-à-dire que combien de mètres carrés sont considérés comme, j'ai envie de dire, agréables, confortables, mais en même temps responsables en termes de transition écologique. Et donc ça, c'est aussi une vraie question et qui, effectivement, politiquement, n'est pas non plus très facile à apporter dans le débat public. Bien entendu, la sobriété numérique, évidemment. Et puis, le dernier point que ça concerne, c'est aussi le rapport aux objets, le rapport à la consommation matérielle. Et moi, c'est là d'où je parle. Et c'est voilà, ce que je dis, c'est vraiment aussi mon point d'analyse. Même si les objets, évidemment, en fait, c'est aussi la base d'autres types de sobriété, puisque les objets, c'est aussi la mobilité, etc., etc.
Ensuite, donc, je vais un peu plus loin. Donc, moi, je parle de sobriété matérielle. Alors, c'est encore différent de la sobriété matière. D'accord ? La sobriété matière, c'est quelle matière j'utilise pour produire quelque chose. Quelles sont les matières qui sont, entre guillemets, en danger, dans le sens où les stocks diminuent fortement. La sobriété matérielle, qu'est-ce que c'est ? C'est défini et dans le discours public, d'ailleurs, et moi-même, et là, je m'inscris complètement en responsabilité, et dans d'autres, voilà, dans le type d'autres productions culturelles, on le dit d'une façon très rapide comme des pratiques qui consistent à moins et à mieux consommer des objets matériels. Moins consommer, vous avez tout de suite compris, c'est réduire la consommation, et mieux consommer, c'est acheter des produits durables. Et en fait, cette sobriété, elle s'incarne par une multitude de pratiques. Je ne les ai pas toutes mises ici, mais c'est recycler, c'est pas accumuler des objets, parce que vous savez, quand vous accumulez des objets, ça participe à ce qu'on appelle des mines urbaines. Les mines urbaines, c'est tout ce que vous accumulez. Dans tout ce que vous accumulez, il y a des matières. Il y a de la matière et des matières, évidemment, qui ont de la valeur aujourd'hui et qui suffirait peut-être de réemployer ou recycler et de ne plus extraire pour reproduire quelque chose. C'est entretenir ses biens, c'est acheter des produits locaux, c'est partager, c'est mutualiser, c'est acheter d'occasion, c'est refuser de consommer, c'est refuser les goodies qu'on vous donne, etc., etc. Donc toutes ces pratiques ont été travaillées, ont été dans l'espace universitaire. Évidemment, il y a beaucoup de collègues qui ont essayé de comprendre ces pratiques, pourquoi on les fait, comment on les fait, quels sont les enjeux de ces pratiques-là. Mais en fait, si vous regardez cette définition de la sobriété matérielle, moins et mieux consommer, eh bien, assez rapidement, mais moi, ça n'a pas été très rapide, parce que je dois être trop lente, mais finalement, une fois, je me suis dit, mais en fait, en disant cela, moins et mieux consommer, mais est-ce qu'on est tous et toutes concernés ? Oui, mais est-ce qu'on peut tous et toutes moins et mieux consommer ? Et alors là, c'est une vraie question, parce que si on dit moins consommer, ça sous-entend qu'on est tous en surconsommation. Et quand on dit mieux consommer, ça sous-entend qu'on a tous les moyens pour acheter des produits durables. Donc, en disant cela, on exclut quand même pas mal de gens de la réflexion. Et ça a été d'ailleurs, et c'est j'ai envie de dire la grande limite de mes travaux aussi, puisque finalement, jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à ce livre et un peu avant quand même, je m'étais beaucoup intéressée aux classes moyennes, classes supérieures, plutôt les urbains, etc. Donc les gens plutôt disponibles aussi pour répondre aux enquêtes, il ne faut pas se le cacher. Mais par contre, en effet, en faisant ça, on exclut une grosse partie de la population. Alors vous allez me dire, j'ai peut-être mis 10 ans à m'en apercevoir, c'est peut-être un peu regrettable, mais enfin bon, mieux vaut tard que jamais, hein, je vais essayer de m'en sortir comme ça. Et finalement, la question qui s'est posée un jour, alors pourquoi ce jour-là, je ne sais plus, mais ces pratiques sont-elles possibles pour tout le monde ? Et quand je dis tout le monde, c'est bien évidemment, vous pensez peut-être spontanément aux personnes en situation de précarité. Certes, il s'agit de ce groupe de population-là, mais pas que. Est-ce que, effectivement, les ruraux, par exemple, est-ce que les ruraux ont accès à la sobriété matérielle ? Est-ce qu'ils peuvent moins consommer ? Par exemple, 2 kilomètres en voiture. Est-ce qu'ils peuvent moins consommer d'autres produits qu'ils auraient tendance à consommer, ou par exemple, ils consomment en ligne aussi. Alors, quand on consomme en ligne, évidemment, c'est la sobriété matérielle, etc. Il y a aussi une autre catégorie à laquelle j'ai pensé, c'est les personnes qui n'ont pas, entre guillemets, votre chance là, c'est-à-dire d'avoir des formations, de pouvoir participer à un débat. Il y a des personnes, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas accès à cela. C'est vrai que nous, dans les universités, mes 4 collègues, évidemment, sont pleinement concernés, on a effectivement ce type d'intervention où on a effectivement cette chance finalement de pouvoir soit faire des cours. Moi, en marketing, je fais des cours sur la sobriété et le marketing parce que voilà, je pense que c'est absolument fondamental. Ça ne serait pas de ma responsabilité de ne pas le faire. Et en plus, ça me passionne, donc ça tombe bien. Mais par contre, effectivement, tout le monde n'a pas cela. Tout le monde n'a pas cet accès-là. Autres personnes, j'ai mis aussi les personnes en situation de précarité, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, une dernière catégorie de personnes auxquelles on ne pense finalement pas tant que ça, ce sont les personnes âgées qui, par exemple, qui n'ont pas forcément accès à la sobriété. Je pense à un exemple, parce que je l'ai entendu dans beaucoup d'entretiens que j'ai pu conduire tout au long de cette trajectoire de recherche. En fait, quand vous avez entre 70 et 75 ans, il y a un moment donné où vous avez envie de quitter votre maison et de partir dans un appartement plus petit. Pourquoi ? Parce qu'une maison, c'est de l'entretien, c'est du chauffage, c'est des choses qui coûtent cher. Et puis, et puis souvent, vous n'avez plus envie de vivre dans le grand. Et parfois, malheureusement, vous vous retrouvez tout seul. Donc, tout seul dans 120 ou 150 mètres carrés, déjà, en plus, ça n'a pas de sens. Mais en fait, les personnes âgées vous diront, pour le bon nombre d'entre elles, qu'elles ne peuvent plus faire ça.
Pourquoi elles ne peuvent plus accéder à une sobriété des mètres carrés et même à un logement plus sobre au niveau énergétique? Parce que derrière elles, il y a une vie d'objet. Et une vie d'objet, vous vous en débarrassez pas comme ça. D'accord? Donc en fait, ça, vous voyez, c'est un obstacle à la sobriété matérielle. C'est pas un obstacle financier, c'est vraiment un obstacle physique, psychologique. Comment je vais gérer tous ces objets que j'ai accumulés pendant toute une vie, alors que je veux effectivement changer de vie. Donc en fait, il y a une question très simple qui se pose ici, c'est celle de la justice sociale. C'est celle qui est posée par De Brassaz au niveau bien sûr de la société et aussi des enjeux écologiques, à dire finalement, oui, mais est-ce que tout le monde, encore une fois, peut avoir un mode de vie qui est plus sobre? La justice sociale, je mets une petite définition, vous en allez en trouver plein, mais je pense que celle qui fait la plus communément, enfin celle qui est assez commune. Donc c'est une répartition juste et équitable des efforts à fournir pour un monde plus juste, mais aussi des opportunités pour le faire. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cette définition, c'est pas tant finalement les efforts. Effectivement, on en entend beaucoup parler on fait tous des efforts et qu'il y a des inégalités dans les efforts. Il y a de l'injustice, donc il y a de la colère de certaines populations, mais aussi des opportunités pour le faire. Et en fait, moi ici, dans ce livre, j'ai vraiment eu un autre regard sur la sobriété. Et vraiment, la question du livre, c'est vraiment qui et comment a accès à la sobriété matérielle. Et donc, j'ai un peu retourné effectivement le questionnement en disant il faut réduire notre consommation. Ça, c'est ce que je dis depuis X temps et je suis évidemment pas la seule à le dire. Mais maintenant, je dis non, mais finalement, non. Et en fait, il faut aussi avoir accès à la sobriété. Et en fait, ça change, quand vous posez cette question-là, ça change un peu aussi la question effectivement de la sobriété même. Et puis, bien sûr, ça pose clairement la question de la justice sociale. Au niveau de la justice sociale, et ça, ce slide, pardon, excusez-moi, il est très moche même, on peut dire qu'il n'est pas très joli, mais très moche. Mais bon, en fait, c'est parce que j'ai voulu aussi reprendre un peu les différentes théories de la justice sociale de Brassaz dans son article qui est très pédagogique pour le coup. Elle présente ces différents, très rapidement quand même, ces différents courants. Elle explique bien que il y a du libertarisme, il y a bien sûr le marxisme et la justice. Il y a différents courants théoriques. Je ne vais pas tous les dire, c'est ridicule, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis vous retrouverez éventuellement ça, d'ailleurs pas que dans cet article-là, mais dans plein d'autres. Et par contre, il y en a deux qui m'ont beaucoup intéressé. Mais en fait, un cas théorique, c'est une sensibilité aussi. D'accord, ça vous parle à un moment donné, vous ne savez pas forcément trop pourquoi. On ne fait pas toujours une psychanalyse pour savoir pourquoi on choisit un courant théorique et pas un autre. Mais en tout cas, il y a un moment donné, ça vous parle là où vous en êtes. Et moi, quand j'ai eu cette belle opportunité d'écrire ce livre, il y en a deux qui m'ont vraiment parlé. Il y a le suffisantisme, qui est pas, moi vraiment, je ne le connaissais pas, pour être hyper honnête avec vous. Donc là, c'est vraiment la théorie de la justice comme équité. Et puis, si on va un peu plus loin dans les travaux de Gossery, de Casal, donc beaucoup d'auteurs qui expliquent que finalement, ils posent une super question, c'est qu'est-ce qui est suffisant aujourd'hui? Et moi, si je la traduis, pour moi, mon unité d'analyse, qui est le rapport aux objets, mais quels objets aujourd'hui seraient-ils suffisants d'avoir pour bien vivre? Voilà. Et en fait, donc, je pose cette question dans le livre, j'apporte un ou deux éléments de réponse, même un peu statistiques d'ailleurs, parce que j'aime bien faire des entretiens, et ça, vous le verrez tout à l'heure, j'ai mis quelques verbatims, mais j'aime bien aussi faire des enquêtes quantitatives, je trouve ça aussi intéressant. Et donc là, il y a une question qui se pose sur le volume des objets. C'est quoi être matériellement, c'est quoi être juste, enfin une sobriété matérielle juste en termes de catégorie d'objets? Voilà, qu'est-ce que vous devez avoir, d'accord, pour bien vivre? Parce qu'il faut finir la phrase, pour bien vivre dans un monde de transition écologique. Voilà, donc ça, c'est une première question et c'est un premier cadre théorique dont je parle un petit peu. Et un deuxième, surtout, sur lequel vraiment je structure le livre, parce qu'encore une fois, c'est l'article que j'ai choisi, c'est l'approche par les capacités ou capabilités. Donc ça, c'est une approche que je trouve vraiment génialissime. Et moi, elle me parle beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est défini comme les possibilités réelles d'agir. Possibilités réelles d'agir. Et l'action, je trouve qu'elle est vraiment indispensable en fait. Donc c'est bien d'avoir une réflexion théorique, abstraite, vraiment de changer, comme disait Bruno tout à l'heure, nos catégories cognitives, nos représentations, c'est fondamental. La sensibilisation, la prise de conscience, c'est fondamental. Mais entre la prise de conscience et l'action, il y a un monde encore. Il y a que dis-je. Donc en fait, ici, c'est vraiment essayer de réduire ce monde-là. Dans toute la littérature, vous allez voir que il y a tous des courants de théoriques,
pardon, qui parle du green gap, d'accord, donc réduire ce gap entre être sensibilisé, avoir pris conscience et ne pas faire. C'est d'ailleurs un peu le sens de la question de tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est monsieur ou je ne sais plus qui a posé cette question, effectivement. Voilà, on sait, on est conscient, mais on ne fait pas. D'accord. Donc voilà. Donc dans l'approche par les capacités ou capacités, c'est vraiment d'essayer de réduire ce gap et voir. Mais est-ce que finalement les gens ont cette possibilité de faire? On dit qu'ils font pas, mais finalement, est-ce qu'ils ont les possibilités de le faire? Je trouvais ça assez intéressant comme retournement et de questionner cela. En plus, il y a beaucoup d'enjeux politiques pour le coup qui se posent. Alors moi, je suis pas du tout spécialiste, hein, évidemment comme Bruno ou voire comme mes collègues, mais par contre, évidemment, c'est une question aussi qui se pose et qui est intéressante, Alors finalement, pareil, un petit exemple, une petite métaphore d'Amartya Sen que j'aime bien, qui pareil pose la question des objets. Alors Amartya Sen, il prend une parabole, il dit bah voilà, on a une flûte à bec, toute simple, et puis finalement il y a 3 enfants qui se la battent, cette flûte. C'est-à-dire qu'ils la veulent toutes et tous. Ils la veulent tous, pardon. Et là, à qui on la donne? Est-ce qu'on la donne à l'enfant qui sait en jouer? Est-ce qu'on la donne à l'enfant qui l'a fabriquée? Ou est-ce qu'on la donne à l'enfant qui n'a absolument rien? Il est dépossédé de tout, il n'a rien. Alors, on pourrait passer peut-être une demi-heure à discourir sur cela, hein, sur qui pense quoi, etc. Parce qu'en plus, on ne peut pas la partager. Donc voilà, une flûte, je crois que ça ne se partage pas, à moins de la casser, mais ça ne sert absolument à rien après. Et en fait, donc, il pose évidemment la question, et d'ailleurs c'est extrêmement bien expliqué par De Brassats dans l'article, il pose la question tout simplement, enfin qui n'est pas simple d'ailleurs, sur les critères pour dire d'une situation qu'elle est juste. Voilà. Et en fait, toute la question, elle est là. Quels critères allez-vous et allons-nous même politiquement choisir pour dire qu'il est juste que voilà, tel groupe de personnes ait accès à tel bien matériel, par exemple. Donc en fait, je me suis un peu appuyée sur cela. Alors moi, j'ai un peu déformé Amartya Sen, enfin, alors qui suis-je pour le faire, mais en fait, en tout cas, je me suis inspirée de cela. Et après, je me suis dit, d'accord, mais si Amartya Sen, il avait pris un autre bien, il avait pris une paire de chaussures. Et puis s'il avait pris une paire de chaussures avec une marque type Veja ou type Adidas ou type, voilà, je pense qu'il y aurait encore d'autres questionnements. Et en fait, donc là, je rediscute aussi cela en disant que c'est une question extrêmement importante. La flûte, je ne sais pas si c'est un bien essentiel ou pas. À nous d'en parler, on pourrait aussi en parler. Par contre, des chaussures, voilà, ça peut être aussi essentiel. Et puis, dès que, évidemment, elle est floquée d'une marque, et ça pose encore d'autres questions, évidemment, de justice sociale et de critères pour accéder à ce bien-là. Je vous dis ça parce qu'en fait, pour ce livre, moi en ce moment, enfin ça fait quelques années maintenant, ça fait 2-3 ans, je travaille beaucoup avec des épiceries sociales et solidaires, donc qui me permettent effectivement d'avoir aussi une autre vision de la société. Donc des gens qui sont des, j'ai horreur de ce mot, je suis désolée, mais je suis obligée de le prononcer quand même, des travailleurs pauvres. Je suis désolée, c'est le mot qui est utilisé. Donc c'est des gens qui travaillent évidemment, et puis parfois il y a un petit accident type la voiture qui ne fonctionne pas ou le réfrigérateur, je ne sais pas quoi, et puis financièrement ça dérape un peu, et donc on va à l'épicerie sociale et solidaire, ça nous permet de moins dépenser pour le quotidien, et puis ça permet de refaire une petite caisse, et puis de réacheter quelque chose qui nous manque. En tout cas, voilà, je tire aussi des réflexions sur la justice sociale animées par effectivement ce que je vois dans les épiceries sociales et solidaires et sur vraiment les gens effectivement comme ça qui n'ont pas grand-chose ou du moins qui aimeraient peut-être parfois avoir plus. Alors, au niveau des capacités, maintenant, donc j'ai parlé un peu de la sobriété matérielle, coût des capacités. Les capacités, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai dit, c'est les possibilités réelles de faire et d'être. Ça, c'est la définition d'Amartya Sen. Et là, Marsha Nussbaum, qui a aussi beaucoup écrit sur les capacités, qui vient après Amartya Sen, eh bien, ce que j'ai aussi vraiment apprécié dans sa littérature, c'est qu'elle nomme les capacités déjà, et elle dit qu'il y a des seuils. Il y a des seuils, effectivement, pour chacun des capacités. Alors, par contre, elle ne dit pas les seuils. Elle dit qu'il y a des seuils, mais elle ne dit pas combien. Elle n'évalue pas, effectivement. C'est une philosophe, elle n'évalue pas ces seuils-là. Mais en tout cas, vous regardez les différentes capacités. Je ne les ai pas toutes mises, mais si, je crois que je les ai toutes mises, finalement. Donc, en fait, c'est la vie d'une durée normale. Ça, c'est l'histoire de mes abeilles. C'est l'harmonie avec les autres espèces. Ça, c'est Bruno qui vient d'en parler beaucoup avant moi. Les émotions, le fait de pouvoir ressentir des émotions, pouvoir imaginer, pouvoir avoir une activité de la pensée.
le contrôle politique évidemment, et puis qui se rapproche un peu plus de moi, de ce qu'on fait, enfin ce que j'essaye de comprendre dans cet article, et puis par rapport à mes travaux de recherche sur la propriété du sol et surtout des biens matériels. Voilà, elle dit effectivement une des capacités, c'est-à-dire pour agir, eh bien il faut être propriétaire de biens matériels. Elle dit vraiment de propriétaire de biens matériels, quand aujourd'hui on peut déjà ne serait-ce que se questionner sur l'accès déjà à des possessions matérielles. Pas forcément la possession, mais la propriété, pardon, mais l'accès. Donc ici, en fait, dans le livre, et là je vais vous parler assez rapidement pour avoir évidemment un temps d'échange entre les différentes idées que j'ai développées dans ce livre, eh bien j'ai parlé de l'avoir, de l'être et de faire comme condition ou ce qu'on appelle des leviers capacitaires pour accéder à la sobriété matérielle. Voilà, donc là vous l'avez bien compris, moi ce qui m'intéresse donc c'est cet accès à la sobriété matérielle, comment j'accède par des leviers capacitaires, ça c'est des travaux d'un matière saine, et ces leviers capacitaires ils sont cristallisés dans l'avoir, l'être et le faire. Alors le premier c'est l'avoir, alors il n'y a pas de hiérarchie, hein, mais voilà c'est le premier que j'ai traité. L'avoir en fait, alors moi c'est plutôt des questionnements qu'évidemment des affirmations, ou c'est absolument pas des vérités évidemment, c'est plutôt de l'ordre du questionnement. L'avoir c'est déjà à se poser la question sur les objets. C'est-à-dire les objets, pourquoi on en a, pourquoi faire, et ce que je vous disais tout à l'heure, là c'est plutôt le courant d'ailleurs sur le suffisantisme, c'est la notion de besoin suffisamment satisfait. D'accord, c'est-à-dire qu'un objet, pourquoi on en a un? Ça, c'est toute la théorie en psychologie. Je ne vais pas du tout trop m'étaler là-dessus, j'en aurai pas du tout le temps. Mais en gros, la relation qu'on a avec l'objet, c'est pour nourrir 3 besoins psychologiques. Le premier, c'est contrôler son environnement. On a besoin. Vous voyez, là tout à l'heure, je contrôlais absolument rien. C'était un peu handicapant, d'accord. Donc voilà, quand on contrôle plus, ben, il se passe rien en fait. Voilà. Donc il y a le premier. Le deuxième, c'est vraiment une dimension symbolique. D'accord, c'est-à-dire que vous le savez tous et toutes, mais aujourd'hui, on peut le dire, c'est malheureux, mais ça fait beaucoup d'années que c'est comme ça, depuis la société de consommation. Voilà, on se définit par ce qu'on possède. C'est encore vrai aujourd'hui, et ça nous empêche justement d'avoir un mode de vie sobre. Peut-être qu'on aimerait avoir une plus petite voiture, finalement, on est peut-être très conscient que ça suffirait, ou pas en avoir du tout, mais évidemment, par rapport aux voisins, aux amis, à je ne sais qui, eh bien, voilà, il faut pouvoir l'assumer. Donc ça, c'est vraiment l'objet qui me symbolise et qui me fait exister dans la sphère sociale. Et puis un troisième besoin, c'est ce besoin de nidifier, de nidification. C'est-à-dire que chez vous, vous nidifiez. Voilà, c'est assez joli d'ailleurs, je trouve, comme mot. Vous avez des petits nids et vous sentez bien, vous sentez en sécurité. Et l'objet permet justement de se sentir en sécurité. Maintenant, voilà, on peut se dire, mais finalement, aujourd'hui, quelle est la part d'objets qui permettent de nourrir des besoins et quelle est la part d'objets qui permet de nourrir fantasmes, désirs, j'ai envie de dire victimes de la mode, etc., etc. Et là, effectivement, si vous avez cette clairvoyance même par rapport à vous-même, eh bien, on voit bien qu'on a beaucoup trop d'objets et que beaucoup d'objets qu'on achète ne sont pas là pour nourrir des besoins, mais sont là pour nourrir évidemment des désirs et puis une existence sociale aussi, bien évidemment. Une autre idée dans l'avoir, c'est l'accès aux objets. D'accord, c'est-à-dire comment est-ce que j'accède aux objets et comment j'accède à ce qui est suffisant. Là, il y aurait un vrai enjeu politique ici. J'en ai pas beaucoup, donc je l'ai dit, parce que j'en ai pas beaucoup c'est pas tout le temps, j'ai envie de dire ce qui me vient spontanément à l'esprit. Mais là, pour le coup, donner accès aux objets, ça peut être vraiment une politique des territoires. Quand je dis territoire, c'est ruralité, urbain, etc. C'est vraiment... Par exemple, si vous avez envie de réparer quelque chose, vous allez me dire, il y a les Repair Cafés. Certes, ils ne sont pas partout et il y a beaucoup de monde parce que finalement, il y a pas mal de succès et il faut un local. Pour ça, il faut un local, parce que c'est gratuit et donc il faut qu'il y ait une volonté politique derrière pour donner des espaces où il peut se passer des choses entre les gens. Et donc, ici, donner accès à des objets qui ne servent pas au quotidien, type jardinage, type réparation, et en plus des gens qui se rencontrent, c'est merveilleux, ça fera en plus que les gens se rencontraient, eh bien, c'est vraiment une question qui participe à la justice sociale. Vous êtes tous et toutes certainement allés dans un Repair Café, vous avez, alors c'est très, mais parlant, c'est-à-dire vous avez des gens qui parfois n'ont pas une très grande éducation, mais qui savent tout faire de leurs mains, qui rencontrent des gens comme moi, qui ont une petite éducation, mais par contre qui ne savent rien faire de ses 10 doigts. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a des belles rencontres qui s'opèrent, et autour de,
grille-pain, je ne sais pas, un poste, etc. Et ça permet vraiment du lien social. Donc en fait, pourquoi ça s'est permis? Si vous remontez la chaîne de la causalité, eh bien c'est permis parce qu'il y a des territoires qui laissent des espaces et qui permettent d'organiser des choses. Donc là, il y a un vrai, sur l'accès aux objets, il y a une vraie question politique. Ensuite, le dernier point ici, je fais une petite parenthèse sur les objets d'occasion. Alors ici, je vais reparler effectivement, parce que là aussi, c'est ce que Bruno tout à l'heure disait sur l'évolution de nos représentations, de nos catégories mentales, dans le sens où l'objet d'occasion, je pense que peut-être ici, tous et toutes, vous avez eu l'occasion d'acheter des objets d'occasion. Et moi, j'ai été extrêmement surprise de voir que dans les épiceries sociales et solidaires, les personnes qui sont responsables des épiceries sociales et solidaires, donc en contact des bénéficiaires, eh bien, ne souhaitent pas, ne veulent pas donner des objets d'occasion. C'est-à-dire qu'une personne qui est en situation de précarité, par elle-même, elle va acheter des objets d'occasion, comme vous et moi. En revanche, dès que les responsables des épiceries sociales et solidaires, ils ont un espèce de frein à donner des objets d'occasion. Donc là, en fait, c'est assez intéressant, je trouve, parce que déjà, en donnant que du neuf, vous entretenez une norme du neuf. Une norme de si j'ai quelque chose, c'est neuf obligatoirement. Donc là, il y a déjà un premier frein à la sobriété matérielle. Et en plus, les objets d'occasion, vous savez qu'il y a une vraie mine, vraiment. Il y a beaucoup d'objets d'occasion et d'objets dans nos placards, etc. Et c'est vrai que ces objets, ils ne mériteraient peut-être que de trouver preneur. Donc ici, en fait, c'est... Alors voilà, par exemple, je vous donne ce petit verbatim d'une bénéficiaire d'une épicerie sociale et solidaire qui, elle me dit... le recyclage et le réemploi chez nous, donc à la maison, parce que là c'est une bénéficiaire, ça s'appelle la nécessité. Mais là, grâce au centre social, je vois leurs yeux qui brillent quand ils récupèrent des cartables neufs et tout beau. Bien sûr, elle parle de ses enfants. Et moi, je sais que dans la cour de récré, personne ne le montrera du doigt. Donc en fait, vous voyez, on est encore sur la norme du neuf, qui peut être entretenue à l'insu. C'est pas une critique que j'adresse évidemment aux centres sociaux, mais n'empêche que, voilà, ici, on peut voir qu'il y a quand même dans nos catégories de pensée encore des freins, notamment dans ces situations de personnes en situation de précarité. Voilà. Et donc là, vous voyez, quand on dit l'accès à la sobriété matérielle, vous voyez, c'est un accès. Là, c'est un accès qui est cognitif, qui est dans les représentations, mais n'empêche que voilà, certaines personnes n'accèdent encore pas à ces objets d'occasion pour des personnes en situation de précarité. Dans l'avoir également, il y a deux idées que je développe aussi dans le livre. C'est la première, donc la sobriété matérielle est menacée par le don d'objets, d'accord ? Donc là, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que, voilà, on aimerait bien avoir un mode de vie sobre, mais par contre, effectivement, tout ce qui est donné aujourd'hui, encore une fois, par ces structures-là, sont des objets neufs, et ne sont pas des objets d'occasion. Donc, encore une fois, on maintient cette norme de l'objet neuf. Et d'ailleurs, si vous regardez un petit peu, alors je ne sais pas si cette année, ça sera le cas, mais encore l'année dernière ou il y a 2 ans, vous savez, il y a des Noëls solidaires. Et en fait, dans les Noëls solidaires, vous avez une petite phrase qui dit que apporter des objets neufs pour les redistribuer aux personnes, aux enfants. Et en fait, donc, on voit qu'on peine encore à changer en fait nos normes de qu'est-ce qu'un cadeau, pourquoi un cadeau d'occasion, c'est pas un cadeau, etc. Donc, ouais, c'est encore des freins pour avoir ce mode de vie-là. Et puis aussi, alors par exemple, effectivement, là vous avez le verbatim d'une personne, donc là qui est une responsable d'une épicerie sociale et solidaire, qui dit, alors elle, c'est dans le mieux consommer, et elle explique, elle dit, moi parler de dons écolo, j'arrive pas à faire le lien. Je veux dire, ce que je vois tous les jours, ce sont des gens qui n'ont rien. Alors quand on me parle de consommer responsable, la priorité c'est de les laver, les héberger, leur donner à manger, les soigner. Sous-entendu, effectivement, oui, c'est bien d'avoir du mieux consommer, mais nous en fait, en tant que là c'était un centre d'hébergement d'urgence, eh bien, on peut pas avoir du mieux consommé pour tout le monde, et on trouve que ça n'a pas vraiment de sens en fait. Un autre point aussi qui est important, je trouve, que c'est la sobriété matérielle qui menace le don d'objets. Alors là ici, on est vraiment sur le fait de dire, en fait, le don d'objets, il vient d'où ? Le don d'objets, de façon plus globale, vous allez me dire, il vient de nous qui donnons des choses, mais non, en fait, c'est pas ça le don d'objets. Le don d'objets, il vient pour la grande partie des invendus des entreprises.
D'accord ? C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui font des invendus, après vous avez ce qu'on appelle des intermédiaires du don, qui récupèrent des invendus et qui les redonnent, enfin, et revendent souvent, le business model c'est de la revente très 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 peu cher à tout un ensemble d'associations caritatives. Et en fait, ici, on peut se poser la question, du moins c'est ce que je pose comme question, en termes de justice sociale, pour le coup, en termes d'accès à des objets. Si aujourd'hui on voit, si on dit il y a la sobriété, il y a moins de gaspillage. S'il y a moins de gaspillage, il y aura moins de dons. C'est aussi simple que ça. Dominique Bonzi, elle l'explique très très bien sur le don alimentaire. Elle a sorti un livre en 2023, je crois qu'il y a 2 ans, et elle explique bien justement que dans beaucoup d'associations caritatives, eh bien, il y a un problème d'accès quand même aux dons, puisqu'en fait on a limité le gaspillage, en l'occurrence gaspillage alimentaire, donc on peut dire que c'est une bonne chose, et pour autant, oui, mais on limite aussi les dons. Si on fait, et donc ça pose la question des dons volontaires, en fait, et non pas des invendus. Et elle, Dominique Bonzi, Bénédicte Bonzi, elle explique ça extrêmement bien. C'est une sociologue ou philosophe, excusez-moi, j'ai perdu son champ de rattachement, peu importe. Mais en tout cas, elle l'explique très bien dans la nourriture. Et effectivement, on le voit. Moi, j'ai exactement eu les mêmes verbatims. Cet homme-là, qui travaille dans une association caritative, il nous dit, avant, il y avait plus de gaspillage, mais c'était quand même plus simple. Les grandes surfaces jetaient beaucoup de nourriture. Oui, mais nous, on pouvait récupérer des quantités importantes pour nourrir nos publics. Donc, en fait, vous voyez, c'est des tensions qui existe quand même entre avoir un monde sobre et aujourd'hui, effectivement, comment on peut penser le don d'objets. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire du gaspillage, d'accord ? Mais en fait, c'est comment on assure un don d'objets lorsque, effectivement, on est dans dans une limitation du gaspillage. Est-ce qu'il y a des entreprises qui font des dotations, d'accord, donc volontaires de produits pour le don. D'accord, ça existe, je peux même vous en citer une, au moins. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a une. Seb, par exemple, l'entreprise Seb fait des dotations volontaires d'objets. D'accord, c'est pas ses invendus qu'elle donne, c'est ses dotations. C'est une dotation, donc une partie de son chiffre qu'elle donne. Mais est-ce que demain, c'est pas ça le don depuis la loi AGEC ? Qu'est-ce que c'est que le don matériel une fois que la loi AGEC effectivement est passée et aujourd'hui évidemment en cours. 2 autres façons j'ai envie de dire, de parler de la sobriété matérielle et donc des possibilités d'être, les possibilités, oui, d'agir. Et donc pour agir, il faut être. Donc là, on en discute 2. La première, c'est être en relation à l'autre pour plus ou moins d'objets. Donc ça, pareil, Debra Satz, elle explique ça extrêmement bien dans son article. Et elle explique que finalement, c'est pas parce qu'on donne des objets aux gens qu'ils vont être mieux. C'est assez paradoxal. Et d'ailleurs, si vous faites un petit parallèle avec des activités d'associations caritatives, regardez les apprentis d'Auteuil, regardez excusez-moi, je pense à la Croix-Rouge, mais c'en est une autre, mais peu importe. Eh bien, ces associations vont vous dire que c'est pas parce que on va donner des choses aux gens qu'ils vont être forcément mieux. D'accord ? Il y a toute une nécessité d'accompagner, etc. Et donc ici, la justice sociale, donc la possibilité vraiment d'agir, c'est aussi d'être en relation. Je vous donne un simple exemple, là qui sera peut-être plus proche de vous. Si aujourd'hui on dit il faut mutualiser les biens, voilà, ça c'est une politique de sobriété matérielle. C'est une possibilité d'agir aussi, c'est-à-dire que si on mutualise des biens, eh bien déjà on en produit moins, et puis on n'a pas tous notre perceuse, tondeuse, appareil à raclette, etc. tous dans nos placards, qui servent 4 fois par an. Ici, en fait, pour permettre une possibilité vraiment d'accéder à ces objets-là, eh bien, faut-il encore, et les mutualiser surtout, faut-il encore être en capacité de rentrer en contact avec les autres. Si vous allez voir votre voisin et que vous allez sonner à sa porte, lui dire « Bonjour, on va acheter une tondeuse en commun », eh bien, déjà, il faut pouvoir le faire. 2, il faut pouvoir assumer le fait qu'il va vous regarder bizarrement en disant mais soit elle est radine, elle n'a pas d'argent, voilà. Donc il y a toutes ces normes sociales en fait qui sont là et qui peuvent empêcher effectivement la relation. Et donc voilà, comment là aussi politiquement, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, est-ce que les territoires ne doivent pas mettre un lieu où on devrait avoir type outil tech ou je ne sais quoi, où on devrait avoir accès aux objets, parce que voilà, entre nous, eh bien les choses sont devenues pas forcément facile pour faire circuler les objets. D'accord ? Donc effectivement, ici, l'être, c'est aussi être en relation avec autrui. Une autre façon, effectivement, d'être, eh bien, qui bien sûr rentre dans la sobriété matérielle, c'est se libérer des objets. D'accord ? Donc il y a effectivement comment on peut vivre finalement avec beaucoup moins d'objets. Alors c'est pas tant le minimalisme finalement, alors ça peut être, mais ça c'est
Je trouve que c'est un petit peu une mode, le minimalisme. Voilà, c'est comment, effectivement, on peut se libérer des objets pour faire autre chose, voilà, pour être mieux. Alors, ça fait un peu développement personnel, je vous l'accorde, cette phrase, parce que toute la littérature sur le développement personnel surfe complètement sur il faut être libre, minimaliste, etc., et puis on se fait autre chose. Mais n'empêche qu'il y a quand même un fond de vérité. Il y a tous des travaux sur le matérialisme qui expliquent que, finalement, le fait d'avoir, une fois qu'on a le minimum, eh bien, le fait d'avoir des objets en plus ne rend pas heureux. Donc là, c'est toute la littérature sur le matérialisme que vous trouvez en marketing, et pas que en marketing d'ailleurs. Le dernier point ici que j'aimerais aborder avec vous, avant de laisser une petite place aux questions, si vous en avez, c'est le faire. Alors le faire, en fait, puisque, encore une fois, les capacités de scène, de la matière saine, c'est vraiment la possibilité réelle d'agir. Donc en l'occurrence, de faire. D'accord ? Alors dans le faire, en fait, il y a déjà les valeurs du faire. D'accord ? Donc là, c'est ce qu'on discute. Et d'ailleurs, de Brassens, elle a un petit paragraphe dessus aussi, où elle explique bien qu'aujourd'hui, on a perdu la valeur du faire. Le faire, vous savez que le faire avec ses mains, c'est très méprisé. Ça a été très méprisé, du moins, pendant très longtemps. Même en termes de formation, en termes de métier, de choix de métier, c'est vraiment ne pas faire un métier manuel, ne pas avoir un apprentissage par les mains. Et donc, voilà, cette valeur du faire, on a perdu cette valeur-là, alors qu'aujourd'hui, la transition écologique et l'autoproduction, tout à l'heure, pareil, Bruno parlait de l'auto-limitation, mais il y a aussi de l'autoproduction, je produis par moi-même, eh bien, nécessite quand même un peu de compétences, des talents. Et en plus, si vous pensez talent, compétences, eh bien, ça permet aussi à des gens qui, ce que je disais tout à l'heure dans les Repair Café, qui ont un vrai talent par les mains, eh bien, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir rentrer en relation avec d'autres personnes. Donc ça, c'est vraiment des réflexions qui sont venues aussi sur, mais finalement, qu'est-ce qu'il faut comme écosystème, j'ai envie de dire, pour avoir une sobriété matérielle, eh bien, ça passe aussi par les valeurs du faire. Et une dernière idée, c'est vraiment le pouvoir-faire. Alors, le pouvoir-faire, vous savez, pour faire, justement, il faut savoir. Ça, c'est la condition de base. Savoir, c'est prendre conscience, c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure, sensibiliser, prendre conscience, etc. En fait, une fois que vous savez, il faut une volonté. Il faut quand même vouloir faire un peu des efforts. D'accord ? Et donc répartir ces efforts, un effort physique, un effort intellectuel, un effort, etc. Il faut avoir cette notion quand même d'effort. Et puis en fait, après, quand vous avez fait votre effort et puis entre la pratique, eh bien là, il y a vraiment un modérateur énorme, c'est le pouvoir-faire. Le pouvoir-faire, c'est justement avoir les capacités, avoir les outils, avoir les relations, pour le faire. Et c'est un peu moi ce que j'écris quand je prends un exemple assez personnel, mais du coup très ancré, très situé sur les abeilles. Et en effet, c'est bien de constater que vous avez des frelons asiatiques, mais enfin bon, c'est pas en leur disant va-t'en que ça va faire quelque chose. Donc en fait, au bout d'un moment, il faut agir, il faut faire, et quand vous savez rien faire, eh bien, il faut compter, il faut s'aider de personnes, de relations. Alors quand vous en avez, c'est super, et je suis très chanceuse à ce niveau-là, mais enfin bon, c'est pas le cas évidemment de tout le monde. Donc dans le pouvoir-faire, il y a vraiment avoir un écosystème relationnel, matériel, et là je vous dis, les territoires peuvent vraiment faire quelque chose pour effectivement pouvoir agir vers la transition. Est-ce qu'on est tous dotés de ce pouvoir-faire-là pour la transition écologique et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a la notion de responsabilité. Tout à l'heure, je vous disais, attention, c'est pas parce que je m'intéresse qu'à la pratique individuelle que je dis qu'il n'y a que les individus qui sont responsables, mais là, en l'occurrence, on voit bien que ça concerne vraiment tout le monde et notamment, évidemment, la sphère politique à l'échelon local pour donner les conditions pour qu'on puisse avoir notre accès à la sobriété. Vous le savez très bien, c'est vrai pour la mobilité douce. Beaucoup de gens se déplaceraient en vélo s'ils avaient des pistes cyclables. Donc c'est exactement la même chose pour l'accès aux objets. Voilà, je résume cela en fait dans comment on peut résumer très succinctement j'ai envie de dire ce questionnement de la sobriété matérielle par la justice sociale. Donc là, vous avez vraiment, alors c'est loin d'être exhaustif. Évidemment, l'idée, et vous l'avez, je pense, compris, c'est vraiment créer des conditions. Qui doit créer ces conditions ? C'est autant la sphère publique, politique, les entreprises, bien évidemment, en nous offrant. Qu'est-ce qu'elles nous offrent, les entreprises ? On trouve quoi comme offre qui rentre dans la sobriété,
des choses durables qui permettent pas de les remplacer, qui sont réparables, qui sont accessibles. Voilà, l'entreprise a évidemment une vraie part de responsabilité aussi sur l'offre. Donc, quelles sont ces conditions pour qu'on ait des capacités, nous, en tant que personnes, citoyens, consommateurs ou parents, amis ou tout ce que vous voulez, enfin tous les rôles qu'on peut avoir ici. Donc en fait, il y a quand même 3, on va dire, peut-être leviers capacitaires, on va les appeler comme ça. Donc il y a vraiment l'avoir, d'accord ? Donc comment je peux partager les objets, comment je peux avoir accédé à des objets, comment je peux changer mes représentations sur les objets d'occasion et comment je peux avoir accès à des choses durables. L'être, c'est vraiment mes talents, mes compétences, former les gens. Nous, en tant qu'universitaires, en tant que pédagogues, on va dire ça comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour changer l'accès, effectivement, et puis la possibilité d'agir. Certes, pour le militantisme, certes, mais d'une façon autre. Il y a plein de façons d'agir. Et puis le faire, qui est vraiment effectivement valoriser ses talents et avoir plutôt effectivement un rapport au manuel et avec ses mains, en fait, tout simplement. De revenir certainement sur aussi une éducation par les mains. Donc c'est tout cela, effectivement, que je développe aussi dans le livre, en fin de livre, pour essayer effectivement d'avoir des implications que ça pourrait avoir pour la société, on va dire, dans son ensemble. Juste une petite parenthèse, tout à l'heure on en parlait encore avec Nathanaël et puis et Françoise et puis on en a parlé aussi avec Dominique une fois. Vous avez donc dans chacun de nos livres, je parlais peut-être que du mien, mais je pense que ça concerne un peu tout le monde. En fait, les livres sont en 2 parties. Vous commencez par on a tous, et tous les livres sont pareils, sont organisés de la même façon. On a un texte, donc un article scientifique, comme a dit Nathalie, l'importance d'avoir un article scientifique pour illustrer, alors en l'occurrence moi c'était la justice sociale, et ensuite en plein milieu du livre, eh bien vous avez nous, comment effectivement on s'est approprié cet article et qu'est-ce qu'on en a dit par rapport à nos travaux de recherche, par rapport à ce sur quoi on travaille, Et moi, si j'ai un petit conseil à vous donner, si jamais vous lisez ou même j'ai presque envie de dire les livres, alors c'est peut-être un peu osé par rapport à mes collègues, mais moi je vous conseille vraiment de commencer par la 2e partie du livre, c'est-à-dire par la production de chacun d'entre nous. Et après, parce que là vous êtes un peu plus, comment dirais-je, c'est un peu plus vulgarisé, on va dire ça comme ça. Et après, vous allez pouvoir, fort de ce qu'on a voulu dire et montrer, vous allez pouvoir vraiment aller plus en profondeur encore avec l'article scientifique. Évidemment, chacun fait comme il veut. Vous êtes libre de faire comme vous voulez. Mais ce serait dommage que le livre vous tombe des mains parce que l'article scientifique vous rebute un peu. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je me permets ce petit conseil de lecture. Mais voilà, les deux sont très complémentaires, évidemment. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Pardon. Non, oui. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Hein. Tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de vous donner le micro. On va prendre 2-3 questions, parce qu'on n'est pas en avance, mais bon. Merci. Je suis Bruno Boisdin, économiste au CLERC. Désolé, personne n'est parfait, je suis économiste. Mais fréquentable, hein, hétérodoxe. Donc, alors, j'ai été très intéressé, merci beaucoup. Je me suis posé une question d'économiste qui connaît un petit peu Amartya Sen, et je me suis posé d'ailleurs la même question pour Bruno. Et comme j'étais frustré de ne pas pouvoir lui poser ma question, je la pose. Est-ce que chez Sen, et puis est-ce que chez Ehrlich, et puis les 2 autres auteurs dont j'ai oublié le nom, il n'y a pas cet angle mort de l'action collective locale? Parce qu'à ma connaissance, effectivement, Amartya Sen a fait beaucoup de théorisation des capacités. À ma connaissance, Ehrlich et ses camarades sont plutôt des écologues. Et je pense que dans leurs travaux, il n'y a effectivement pas cette question qui pourtant est traitée chez les économistes hétérodoxes, les fréquentables, des communs locaux, de la question de la gouvernance territorialisée, de la question des inégalités, parce que finalement, chez beaucoup d'économistes qui ne se reconnaissent pas
chez Sen, qui ne trouvent pas chez Sen des choses qui les intéressent, bien qu'ils soient intéressants. Chez beaucoup de ces économistes, il y a la question, en fait, pour faire de la bifurcation écologique, oublions le cadre politique, ça ne marche pas, ça a été dit d'ailleurs dans ce que Bruno disait tout à l'heure, les politiciens sont entre guillemets pas très bons, donc partons du local, partons du terrain et voyons comment on peut réenchanter un petit peu les choses à partir d'expériences terrain, que nous en économie au CLERC on appelle les communs locaux, tout simplement. Voilà. Et donc chez Sen, il n'y a pas cette recherche de comment on change les règles. Mais chez certains auteurs qui ont étudié Sen par la suite, ils ont dit ça manque, donc on fait des capacités collectives. Mais je trouve que ça reste quand même un petit peu limité. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, moi je trouve qu'il y a plein de travail. Enfin, c'est aussi une invitation à ce que les économistes travaillent avec les gens du marketing, de la gestion, de la Sciences Po. Mais bon, voilà. Mais je trouve que nous, on reste un peu dans notre coin quand même. Au CLERC, on est très on est comme une espèce de noyau dur, on reste un peu dans notre coin, on fait de la socio-économie, mais on ne fait pas beaucoup de coopération avec d'autres disciplines. Et donc, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Merci beaucoup. Merci. Je crois que déjà, personne n'est parfait, parce que si vous êtes en économie, je suis en marketing, donc je crois que voilà, l'un dans l'autre, voilà. Et puis en plus, je pense que vous avez totalement raison, on est tous en silo. Ça, voilà, vous aussi, on le sait malheureusement. Je vous donne raison sur tout ce que vous avez dit. Les communs locaux, Sen, il n'en parle pas du tout. C'est pour ça que moi, j'essaye et d'ailleurs, de Brassens, elle en parle. Elle dit qu'effectivement, elle disait exactement ce que disait tout à l'heure Bruno, en disant que finalement la sphère politique ne sert à rien, que effectivement, en tout cas, ça produit pas beaucoup de choses applicables localement, et qu'il fallait effectivement se réapproprier la gouvernance locale. Et c'est vrai que moi, quand je parle moi, je crois beaucoup je parle des Ripper Café, mais il y a plein d'autres choses. Il y a plein des cuisines partagées. Il y a plein de choses qui se passent. Et il y a plein de choses qui se passent dans ces lieux-là. Donc effectivement, Sen en parle pas, mais moi j'ai pas suivi tout, évidemment, tout ce qu'il a dit, dans le sens où j'ai pris aussi des pas de côté, parce que pour moi la possibilité réelle d'agir, vous pouvez pas agir si vous n'avez pas un minimum de commun parfois pour le faire. Et donc effectivement, je suis complètement d'accord avec vous, il faut vraiment aménager là, parce que justement si ça risque de marcher, si ça peut marcher, pour moi c'est vraiment à ce niveau-là que ça marchera. C'est dans les jardins partagés, c'est dans les Ripper Cafés, c'est investir dans la politique locale. Et en plus, alors on va pas commencer à parler de la politique de ce qui se passe aujourd'hui, mais enfin bon, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui reviennent sur la politique locale parce qu'ils voient une certaine action et quelque chose qui est concret en plus. Donc, et puis surtout aussi, ne nous le cachons pas, des bénéfices personnels assez repérables et puis immédiats. Donc oui, et Sen, en effet, ne traite pas ces communs-là. Ouais. Mais merci pour votre question. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, c'est Garance et je suis étudiante en sociologie. Donc, c'est pour ça que je viens apporter plus une question et un petit complément sociologique. Parce qu'évidemment, la question de la justice sociale, pour nous, elle est essentielle et elle est indissociable de la crise climatique. Donc, évidemment, il y a un lien avec la conférence précédente. Et je me demande si c'est peut-être cité dans le livre plus tard, mais la question de la lutte des classes, je trouve qu'elle est un petit peu... elle n'est pas assez présente. Par exemple, moi j'ai tilté au moment du cartable d'occasion, parce qu'il y a le concept de rivalité ostentatoire qui est très présent et qui fait que chaque classe sociale tend à vouloir ressembler à la classe supérieure. Donc, tant que la classe la plus supérieure nous montrera une idéologie de yacht et de super hôtel, la sobriété, elle ne pourra pas paraître désirable. Donc, est-ce que c'est un choix de se concentrer sur du local ou est-ce que le problème plus systémique, il est abordé après ? Ouais, merci beaucoup. Alors effectivement, j'ai pas parlé tant que ça des classes sociales finalement dans le livre, puisque c'est vrai que moi ce que j'avais plutôt envie d'avoir, c'est encore une fois d'être assez collé à cette possibilité réelle d'agir. Et je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'on est tous les mécanismes de mimétisme. Tant que les classes sociales supérieures nous montreront des marques, etc. Puis nous les premiers. Hein.
Nous les premiers aussi, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un yacht pour montrer effectivement une supériorité par rapport à une voiture, une marque, un sac de marque, un pull de marque, etc. Bah, voilà, déjà, on va dire, c'est fait. Donc, en fait, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le rôle de l'objet et des marques. Mais je pense que c'est une toute autre lecture, mais qui serait hyper intéressante aussi, de voir en effet quel travail nous déjà, avant de voir les yachts, déjà commençons par nous, parce que le quotidien, c'est pas les yachts, c'est nous. Et comment nous, on pourrait déjà nous départir de nos atouts de marque aussi, et puis de voiture, et puis etc. Et puis de voir effectivement quel effet ça pourra avoir, en effet, pour des classes un peu moins, qui ont un peu moins accès à ces biens-là. Donc, mais vous avez complètement raison, et entre guillemets, oui, je souscris complètement. C'est vrai que ça n'a pas été l'angle que j'ai pris, vraiment de classe sociale. Ça aurait pu être super intéressant aussi. Mais voilà, moi je suis plutôt restée effectivement, je pense aussi influencée par ce cadre théorique d'Amatya Sen aussi. Mais très bonne remarque, oui, tout à fait, vous avez raison. Merci. Une dernière question. Oui. Je vais prendre ça. Déjà, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je voulais rebondir sur votre réponse que vous apportez à la question de notre économiste. Derrière, je me souviens plus de votre nom, désolé. Mais vous avez, on a reparlé du coup des communs. Vous avez beaucoup parlé des communs locaux, même dans votre présentation, sans les nommer. Vous parlez des Repair Cafés, des lieux de socialisation où on met en commun des objets, par exemple, et on réduit en mutualisant. Moi, j'ai ma question, c'est est-ce que derrière tout ça, il y a une réflexion plus institutionnelle et politique sur les capacités justement des pouvoirs locaux? Parce qu'aujourd'hui, dans notre organisation politique pyramidale et structurelle très centralisée, en réalité, les départements, les communes, les mairies, même les régions sont assez limitées dans ce qu'elles sont légitimes et dans les pouvoirs dont elles disposent pour mettre en place ce genre d'initiative ou pour avoir le champ libre justement pour aider à mettre en place ce genre de nouvelles manières de procéder. Est-ce qu'il n'y a pas là non plus une réflexion à avoir sur comment est-ce que notre structure verticale et pyramidale d'organisation politique et notre structure étatique justement est un frein en elle-même à cette transition, à cette bifurcation? Ouais. Oui, c'est une super question, effectivement. Moi, je pense que, le pouvoir, il est quand même... je pense que les maires ont quand même aussi un pouvoir non négligeable, parce que justement, si ils veulent mettre des épiceries solidaires, des Repair Cafés, des terrains qu'ils veulent mettre pour les jardins partagés, etc., c'est quand même au niveau local que ça se fait. Donc il y a quand même un certain pouvoir. Alors, vous allez me dire pas partout, etc., on ne peut pas généraliser. Mais il y a quand même un certain pouvoir, et je me dis que si déjà les maires s'emparaient de ça, ils ont quand même le pouvoir aussi de mettre des pistes cyclables. Donc ils ont quand même une marge de main-d'œuvre. Alors elle est peut-être elle est encore trop faible. Il y a un problème de budget aussi, parce que ne nous mentons pas, c'est aussi de ça dont il s'agit. Mais moi, en tout cas, je crois vraiment au local. Je crois vraiment à ça, et je crois vraiment à cette sphère-là d'action, de légitimité. Parce que quand vous parlez, parce qu'évidemment, ça dépend tellement des territoires. Quand vous êtes, je sais pas, à Annecy, c'est pas du tout les mêmes problématiques quand vous êtes à la Creuse ou à Nice ou je ne sais quoi. Donc en fait, je pense que pour moi, il y a quand même un pouvoir. Et si déjà chacun faisait, s'emparait de ces thématiques sérieusement au niveau local, il y aurait aussi, je pense, certainement un effet d'entraînement plus important. Merci beaucoup Valérie. Donc je rappelle le titre qui est celui-ci: Être, faire et avoir, penser la sobriété matérielle par la justice sociale. Je rappelle aussi, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 12 €. Voilà. Et je remercie encore Émilie Delisière d'être là. Et maintenant, nous avons le directeur